bienvenue au bar de l'économie, présenté par Florence Sueur. Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin, bien sûr. Florence Sueur, accompagnée de Philippe à la technique. Et merci encore, comme d'habitude, je vous le dis tous les jours, mais c'est quand même très important. Merci pour votre fidélité, quel que soit le mode de diffusion avec lequel vous nous suivez. Et puis rappelez-vous, si vous voulez réécouter les bonnes idées de nos chefs d'entreprise, de nos institutions qui viennent à ce micro, eh bien connectez-vous sur la chaîne YouTube Bar de l'économie. Alors aujourd'hui, un jour, un centre-ville. À partir d'aujourd'hui, c'est jusqu'au 19 juin. Nous poursuivons nos entretiens également sur la nouvelle culture, notamment à Enghien-les-Bains. Nous dévoilerons aussi la mise en place du référent Covid. Et puis, vous allez découvrir la nouvelle possibilité, louer tout son mobilier, de l'électroménager à la déco. Et pour tout cela, eh bien, j'accueille tout de suite Laurent Gage. Bonjour. Bonjour Florence. Laurent, vous êtes le président des commerçants de la ville d'Enghien-les-Bains. Ça y est, la vie revient, c'est chouette. Nous ferons donc le bilan ensemble du confinement, déconfinement, et puis quelle réouverture pour les magasins et les restaurants en centre-ville. Dominique Roland à vos côtés, bonjour. Bonjour. Dominique, vous êtes le directeur de la culture et le directeur général adjoint de la ville d'Enghien-les-Bains. On va poursuivre notre entretien d'hier qu'on n'a pas tout à fait terminé parce que effectivement, vous avez écrit dans ce livre qui vient de sortir, ce livre publié par l'agence Communicart, dont le titre est « Quand l'humanité vit une tragédie, l'art est un ancre, un totem, un baume et une boussole », un titre un peu long, mais pour un livre dont tous les bénéfices iront à la PHP, donc on en reparle, et puis surtout, on reparle ensemble de quelle nouvelle culture pour la ville d'Enghien, et faut-il se réinventer et comment? Et puis après, nous aurons deux femmes à ce micro, Françoise Thérion qui nous entend puisqu'elle est à côté de moi dans la pièce d'à côté, distanciation oblige, à qui je dis bonjour tout de suite. Elle a créé RSST, peut-être que vous vous souvenez qu'elle était venue en 2017 dans cette émission. Elle est aussi maintenant au Conseil des prud'hommes au collège employeur du tribunal de Pontoise, et on évoquera ensemble le référent Covid et la formation complémentaire des sauveteurs secouristes qu'elle a donc adapté. Et puis nous aurons Estefania González des Yubeta qui, après 20 ans de carrière dans des grandes entreprises internationales, a décidé fin mars 2020 de lancer sa start-up, justement la location de mobilier, de l'électroménager, comme je vous le disais, à la déco. Et manque de chance, eh bien, le Covid est arrivé et on verra comment ça se passe pour elle. Et puis surtout, vous allez voir, c'est fantastique ce qu'elle nous propose. Alors tout de suite, eh bien, comme d'habitude, de toutes petites infos avant de passer la parole. L'aide à l'embauche des apprentis revalorisée jusqu'au 28 février 2021. Le gouvernement a dévoilé des mesures de soutien pour les apprentis. Le but affiché est bien sûr d'éviter une génération sacrifiée sur un marché du travail à la rentrée, alors que 700 à 800 000 jeunes sont attendus dans la vie active. Et sans mesure de soutien, les acteurs de l'alternance craignent une chute de 20 à 40% des offres proposées par les entreprises. Donc, à compter du 1er juillet et jusqu'à la fin du mois de février 2021, ce sera 5 000 € pour les moins de 18 ans et 8 000 € pour les apprentis au-delà de la majorité. Cette aide est sans condition, sauf pour les entreprises de taille intermédiaire de plus de 250 salariés qui doivent au moins avoir 5% de leur effectif en apprentissage. Le dispositif sera élargi jusqu'au niveau de la licence professionnelle et à toutes les entreprises, ce qui représente un coût supplémentaire d'1 milliard d'euros, a indiqué l'entourage de la ministre du Travail. Donc la première année d'apprentissage aura donc un coût quasi nul pour une entreprise qui recrute un apprenti jusqu'à 21 ans. D'après Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, entre 21 et 25 ans, cela représente un reste à charge d'environ 175 € par mois. La ministre a également évoqué une mobilisation territoriale pour chaque jeune qui fait un vœu d'apprentissage sur les plateformes d'orientation scolaire Affelnet ou Parcoursup et qui donc attendent une offre pour maintenir bien sûr le niveau d'apprenti. L'objectif, en dépit de la crise, est de maintenir le même niveau d'apprentissage que l'année dernière, soit 368 000 contrats. Autre mesure à l'étude, c'est un chômage partiel à long terme. C'est pourquoi c'était très important
que je vous informe de ça ce matin. La ministre du Travail lance une grande concertation pour envisager un allongement du chômage partiel pour les entreprises en très grande difficulté. Donc on attend des mesures plus concrètes, mais de toute façon, c'est l'ensemble du gouvernement, du président et ses conseillers qui sont à la recherche d'idées à partager. Ils lancent des consultations tous azimuts. Ils vont piocher dans la Convention citoyenne pour le climat, dans le plan pour les hôpitaux, chez les présidents des assemblées, dans les ministères, avec les représentants syndicaux et patronaux et avec des experts économiques. Donc le chef de l'État demande à ses interlocuteurs du concret. Il faut relancer l'économie, dit-il, corriger les inégalités sociales et rendre l'État plus agile et répondre aux défis écologiques. Voilà pour les informations du jour et je vais tout de suite passer la parole pour notre nouvelle série Un jour, un centre-ville, un restaurant. Laurent Gage, on a la chance que vous soyez avec nous aujourd'hui. Vous êtes le président des commerçants de la ville d'Enghien-les-Bains. Alors, comment se passe ce renouveau, j'allais dire, du centre-ville? Alors, bonjour Florence. Après avoir eu un état de sidération le jour où tout a fermé, ce fameux samedi soir à minuit pour tous les commerçants, on a donc une reprise qui se fait par étapes, comme le déconfinement d'ailleurs, avec dans un premier temps une ouverture partielle pour certains, notamment sur les restaurateurs avec uniquement le droit aux terrasses. Et puis l'alimentaire qui est resté pour certains ouvert, et puis tous les magasins de style d'habillement, etc., qui a ouvert il y a à peu près plus de 3 semaines maintenant. Donc un déconfinement par étapes. Vous savez, Florence, comment fonctionne l'économie et je dirais et le commerce, par des prolongements, il y a deux aspects, l'aspect comptable et puis l'aspect psychologique. L'aspect comptable, on peut le mesurer avec évidemment de 2 mois, 55 jours de perte de chiffre d'affaires, 55 jours de perte de marge, avec des frais fixes qui ont continué à tourner, même si on est un petit peu irrégulier avec les aides de l'État. Et puis l'aspect psychologique, et là on a du mal encore aujourd'hui à le mesurer. Comment vont faire nos clients, comment on va aujourd'hui redonner confiance à l'ensemble des consommateurs, et ça c'est du long terme. Vous voulez dire que depuis le début de cette pandémie, le gouvernement finalement nous fait peur et donc fait peur aux Français, et vous avez peur que la clientèle ne revienne pas? Alors aujourd'hui, il y a une peur qui s'est installée, une peur parce que je pense que nous n'avons pas du tout été préparés à ce genre de pandémie. Donc évidemment, quand on n'est pas préparé, pour essayer de faire bonne figure, on va faire peur. Donc effectivement, aujourd'hui, on a quand même, et on voit quand même que toutes les stats sont à la baisse, et qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas réouvrir comme il se devrait. Donc oui, c'est de la peur, mais il y a aussi une peur qui est économique, dans le sens où quand on est en train de, on est passé d'une peur, je dirais, avec cette maladie, avec ce virus. Maintenant, une peur économique, parce que qui va garder son travail? De quelle manière on va garder? Comment on va aborder le problème du pouvoir d'achat, la croissance? Et là, c'est une deuxième peur qui va s'installer, qui s'installe. On voit que les Français ont toujours été très économes. La caisse d'épargne, le petit écureuil fonctionne toujours très très bien. On a toujours été un des pays européens à faire de l'économie et de l'épargne. Aujourd'hui, on a vu qu'on avait dépassé les records d'épargne, ce qui veut dire qu'on n'est pas tranquillisé et l'économie fonctionne avec la confiance, et aujourd'hui, on n'a pas confiance. Alors là, donc, est-ce que là, vous avez un peu des chiffres sur Est-ce qu'éventuellement, il y a des commerces qui ne vont pas réouvrir, d'une part, à Enghien-les-Bains, par exemple, et puis avec le déconfinement pour notamment je pense aux restaurateurs, parce qu'ils sont extrêmement touchés. Là, avec cette mesure où ils n'ont droit d'ouvrir que les terrasses quand on voit qu'il pleut et qu'il fait froid, je vois mal les clients s'installer en terrasse. Comment ça se passe en ce moment? Le principe de la terrasse est ingérable pour la région parisienne, dans le sens où effectivement vous devez donner un planning, vous avez un planning d'achat, vous avez un planning au niveau de vos salariés, vous ne pouvez pas tous les matins regarder au gré du vent et de la météo si j'ouvre ou je n'ouvre pas. C'est ingérable de cette façon-là, donc je pense qu'il y en a qui vont réouvrir et vont très vite refermer, parce que impossible à gérer techniquement, impossible à gérer aussi économiquement.
Et puis deuxièmement, vous avez des grandes enseignes du style Camailleux ou du style Nafnaf, où là c'est le point d'interrogation, puisqu'ils sont en redressement judiciaire, donc quid de ces enseignes-là. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes, et l'économie n'aime pas l'incertitude. On aime bien la clarté, on aime bien la confiance. Donc voilà pourquoi ça va mettre beaucoup de temps. Alors certains sont sous perfusion parce que l'État réagit au niveau de la BPI. Alors c'est un peu comme si on avait tous racheté nos commerces ou nos fonds de commerce une deuxième fois. Carrément, vous dites que vous, par exemple, Oui, à titre moi, personnel, moi, vous êtes, bien sûr, évidemment, vous avez racheté votre fonds de commerce une seconde fois. En prenant un crédit à la BPI, qui est à peu près l'équivalent de 25% de mon chiffre, j'ai ce sentiment-là, oui. Puisque moi, mes investissements étaient quasiment terminés. Et voilà, je dirais par souci, parce que le chef d'entreprise se doit, en tout cas, d'être précautionneux, ou en tout cas de faire attention. On a des charges fixes, puisqu'elles n'ont été que reportées et pas annulées. Et toujours avec cette incertitude de savoir au mois de mars, la BPI arrive, et on se dit au mois de mars, on était en pleine période encore de la Covid, je crois qu'on dit la Covid, et bien tout le monde s'est précipité sur la BPI. Dans un an, il faudra rembourser ou renégocier son taux avec nos banques sur 5 ans ou sur 3 ans. Donc voilà, on a tous l'impression d'avoir acheté une deuxième fois son fonds de commerce. Quels sont les tarifs des fonds de commerce en ce moment dans le milieu du commerce ou de la restauration, Laurent Guedj? Alors je dirais, avant cette période insolite, on était au plus bas aux alentours de 80 000 euros, et puis ça pouvait aller à 250 300 000 euros, voire 1 million d'euros pour certaines grandes affaires. Aujourd'hui, bien voilà qui va pouvoir juger ce que vaut un fonds de commerce aujourd'hui. Est-ce qu'on va pas être plutôt sur de la valorisation de l'emplacement plutôt que finalement son développement de chiffre d'affaires? Parce qu'on se pose encore des questions. Vous vous dites, est-ce que vous avez peur d'une nouvelle pandémie, d'un autre virus qui pourrait affecter l'économie cet hiver à venir? On sera, je pense, mieux préparé. Voilà, déjà on aura des masques. On aura certainement des masques. On pourra peut-être arrêter ce débat sur la chloroquine, par exemple. Peut-être que ça sera statué, peut-être qu'on aura un début de vaccin, même si c'est peut-être encore un peu tôt, mais on aura déjà une préparation un peu plus, et une lisibilité sur cette approche de la maladie, de ce virus, cette maladie. Voilà, on sera mieux préparé. Peut-être qu'il faudra trouver une autre forme je dirais, de circulation pour les habitants, c'est-à-dire peut-être protéger nos anciens avec une liberté de circulation plutôt le matin, et puis vers 11h, 11h30, refaire une vie économique plus classique pour d'autres classes d'âge qui, eux, sont peut-être posent moins de problèmes. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'aurait pas dû interdire la circulation finalement. On aurait dû laisser les aînés, par exemple, faire leurs achats de 9h à 11h, je dis des horaires comme ça, et pour donner des exemples, et puis ensuite laisser les autres personnes circuler de midi à la fin de journée, c'est ça que vous voulez dire? C'est facile de le dire après, évidemment. Je le constate aujourd'hui, on le constate maintenant, qu'effectivement les personnes mariées, on voit les statistiques. Je pense que cloisonner aussi les anciens, psychologiquement, ça fait beaucoup de dégâts. Donc, je pense qu'on aurait pu laisser, effectivement, puisque les personnes âgées aiment bien se lever tôt et ont une activité très tôt, on les voit au marché très tôt le matin. Donc, on aurait pu les laisser sortir et laisser la ville, entre guillemets, entre 9h et 11h, pour qu'ils puissent avoir cette vie, ce lien social. Et puis, à partir de 11h, relancer, faire qu'une économie reste classique pour les élèves, pour les parents, bref, une autre classe d'âge qui allait jusqu'à peut-être 65-70 ans. Autre question, est-ce que finalement cette pandémie, ça n'est pas aussi un point positif dans une nouvelle forme de commerce, et notamment la digitalisation? Comment vous le voyez? Si je me souviens du cours d'économie, le principe reste le même, faire du profit. Voilà, si je suis amateur, on a besoin de faire de profit pour investir de toute manière. Et les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain. Et aujourd'hui, ce qui m'embête aussi, c'est le faible investissement qu'on va avoir, parce que la trésorerie va être absorbée justement pour rembourser les prêts, les charges. Soit les charges qui ont été, je dirais, non pas annulées, mais reportées. Donc, quid de l'investissement qui va nous faire nos profits de demain, et ça va être ça notre problématique. Et la deuxième problématique, alors, je n'ai pas encore le recul. C'est vrai que ça a été un choc pour l'ensemble de tous les habitants anghiénois et anghiénoises.
Ménoise, de voir leur centre-ville fermé. Hein, il y a très peu de gens. Donc ça a été un choc pour beaucoup et une sidération pour beaucoup. Donc est-ce qu'ils vont se dire, si je commande uniquement sur Internet, est-ce qu'on ne risque pas à long terme d'avoir finalement ce genre de centre-ville qui vont être... voilà, plus de vie. Plus de lieu de vie. Hein, on voit nos cafés, nos restaurants. On aime bien quand même discuter avec nos commerçants de proximité. Donc ça a été un choc pour tout le monde. Alors est-ce que ce choc va se prolonger? Est-ce que le commerçant doit finalement changer lui aussi et bien évidemment s'ouvrir au net, y compris pour les petits commerçants, hein, d'avoir une notion de service qui va être se dire on peut acheter en boutique mais on peut réserver sur Internet. Et on vient chercher son paquet, par exemple. La phase de click and collect. Et la deuxième phase, évidemment, pour répondre à ce genre de pandémie, si elle doit se retrouver dans un avenir assez proche, c'est comment on livre. Voilà. Comment on livre, avec quel... Est-ce que c'est de l'externalisation avec Uber, etc. Mais Uber Eats en a profité aussi pour augmenter parfois ses tarifs. Donc voilà, comment on livre. Ça aussi, c'est une deuxième réflexion qu'on doit avoir en piste. Est-ce que pour vous, est-ce qu'à votre avis, il y a des commerçants ou des restaurateurs qui ont dû licencier du personnel à Enghien ou pas? Alors aujourd'hui, comme on était sous perfusion avec cette BPI, ce chômage partiel, on va dire que c'est l'État qui a pris un petit peu le volet emploi. Hein. Il préférait plutôt mettre en chômage partiel que d'avoir des licenciements économiques où là on est sur un plan classique de chômage. Donc c'est encore sous perfusion, ça va diminuer. La rentrée entre septembre et décembre, ça va être là le principe de réalité, de se dire de toute façon, si je vois par exemple les traiteurs, qui va vouloir refaire, quelle entreprise va vouloir refaire des grands cocktails de 50, 100, 150 personnes, entre les mesures d'hygiène et le fait que là d'un seul coup on a l'impression que tout télétravail est la panacée de tout, ce que je doute fortement. Et donc voilà, tout ça, on est dans l'incertitude, c'est pour ça que je reste très prudent sur les réalités de marché. Je pense que le vrai virage va être entre septembre et décembre et tous les grands plans de licenciement seront certainement à cette époque-là. Donc l'annonce, la mesure en réflexion que je viens de vous annoncer à propos d'un chômage partiel à rallonger, ça vous semble une bonne idée? Ça va être donc on attend. C'est évident, ça va être très utile et je pense que oui, évidemment, c'est la mère prudence. Dernière question, Laurent Guedj, je rappelle que vous êtes le président des commerçants d'Enghien. Quand vous avez réouvert, les clients, quel a été l'accueil? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Tout le monde n'est pas revenu, j'imagine. Non, tout le monde n'est pas revenu, mais on a senti beaucoup de solidarité chez nos clients, c'est-à-dire une vraie peur de se dire oh là là, pendant 2 mois, vous étiez fermé, l'ensemble, hein, pas que moi, tout le monde, hein, vous étiez fermé et quel bonheur de vous retrouver. Et comment allez-vous? Et c'était comment allez-vous au niveau santé? Nous aussi, bien évidemment, on s'est inquiété pour nos clients. Et c'est comment allez-vous aussi, cette manière de se dire est-ce que vous allez continuer? J'espère, et on va vous soutenir. Donc on a eu une prise de conscience assez intéressante de la part de nos clients. Voilà, c'est toujours pareil, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Quand on a tout ce qu'il faut tous les jours, on ne regarde plus. Et au moment où la pluie, on se dit mais mince, ça va nous manquer. C'est un peu la nature humaine qui est comme ça. Et sur le plan de commerce Enghien, on a quand même mis des choses en application. Cette année, on va offrir l'adhésion pour toute l'année pour tous nos commerçants, hein, parce qu'on a une adhésion sur Commerce Enghien. Voilà, on va l'offrir et puis on va aussi construire des bons cadeaux qui seront des bons cadeaux à dépenser uniquement chez les commerçants d'Enghien. Voilà. Donc plein d'idées en perspective pour faire revenir la clientèle. Donc, finalement. Il faut se réinventer. Bravo en tout cas et merci d'avoir été avec nous ce matin en studio. Et très heureux que la culture aussi réouvre parce que ça fait partie intégrante d'une vie locale. Voilà. Sans culture, on ne peut pas vivre. Exactement. Merci Laurent Guedj. Merci Florent. Attention Florence.
Nous continuons bien sûr notre entretien du jour. On poursuit les thèmes du jour avec nos invités. Et tout de suite, c'est Dominique Roland, directeur de la culture et directeur général adjoint de la ville d'Enghien-les-Bains. Alors Dominique, on finit, j'allais dire, notre début d'entretien d'hier. Finalement, vous aussi, vous avez eu 2 mois pour vous réinventer, si je puis dire. Vous avez beaucoup réfléchi en fait. Et puis surtout, vous avez écrit un livre, enfin vous avez coécrit un livre qui est publié maintenant, d'un livre édité par Communicart, par François Blanc, qui s'appelle « Quand l'humanité vit une tragédie, l'art est un ancre, un totem, un baume et une boussole », qui coûte pas cher d'ailleurs ce livre, et qui coûte 9,90 € et dont les bénéfices seront réservés aux soignants de la PHP. Alors, l'art ne peut pas tout, mais rien n'est possible sans art. Alors comment vous allez faire? Enfin déjà, qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce livre? Et puis après, comment vous voyez évoluer la culture et la culture à Enghien? Oui, je crois que ce qui est arrivé finalement d'inédit en France et dans le monde nous amène finalement à repenser aussi notre manière de, évidemment, quelle est l'offre culturelle et l'offre culturelle au-delà, quel est l'enjeu de la culture dans le monde aujourd'hui, dans une société qui est abîmée finalement, puisque la répercussion elle est bien sûr sur la santé, mais également sur l'économie. Et puis sur tout simplement les répercussions vont beaucoup plus loin, puisqu'elles touchent également les personnes empêchées, enfin ça touche l'éducation, ça touche l'ensemble, je dirais, des strates de la société. Donc cette question de la culture l'a reposée finalement dans cette période où rien n'était possible, comment faire autrement, et donc l'idée c'était autour finalement de la réparation, comment la culture est un élément qui, évidemment, un élément de cohésion sociale aussi, est un élément qui est d'inclusion, finalement, d'inclusion, et avec, évidemment, une expérimentation, finalement, parce que on ne reproduit pas les mêmes schémas, puisqu'on ne peut plus aller au théâtre, comment allons-nous désormais rencontrer le théâtre, la danse, la musique, puisque nous ne pouvons plus venir de façon massive dans des lieux qui sont réservés pour l'art, comme les musées d'ailleurs. Donc la question était là, finalement, dans cet ouvrage, de repenser finalement à la fois en quoi la culture est un élément essentiel pour la société, et en même temps comment la culture peut, au-delà de ces contraintes qui sont de distanciation sociale, de gestes barrières qui sont fondamentaux. C'est quand même un point très important, c'est-à-dire changement de comportement, changement de posture, changement d'attitude. Ça veut dire qu'il faut trouver le moyen de rapprocher, malgré cette distance, à la fois pour un lieu de culture, les usagers, mais également aller à leur rencontre. Et ça nous a amené cette réflexion à nous dire que nous sommes une ville numérique, nous sommes une ville créative. Philippe Sueur, on a voulu en faire une ville qui a avancé tout en étant une ville de bien-être qui repose sur vraiment son histoire, évidemment avec un socle fort, mais en même temps, cette ville doit être justement en quelque sorte un pôle avancé des nouvelles pratiques et qui sont conformes justement aux gestes barrières et évidemment à ces préventions sanitaires, mais en même temps, eh bien, pouvoir aller à la rencontre des habitants, que la culture aille à la rencontre des habitants autrement, c'est-à-dire dans des espaces publics beaucoup plus aérés, en moins grand nombre, aussi autour de pratiques, d'ateliers, que la musique rencontre d'une manière différente, peut-être beaucoup plus légère, c'est-à-dire sans être dans des grands rassemblements de concerts de 5, comme on l'a vu en Enghien, jusqu'à 17 à 18 000 personnes. Donc par exemple, la scène sur le lac, vous pensez que c'est terminé, ou bien l'année prochaine, vous pensez pouvoir faire des concerts? Vous savez, on pourrait imaginer, ça c'est de l'imagination bien sûr, mais on l'avait pensé il y a quelques années déjà, de dire, tiens, si nous avions 150 pédalos, on pourrait avoir un petit concert sur le lac, vous voyez, avec un pianiste. Mais toutes ces, si vous voulez, ces manières de repenser l'accès à la culture, c'est aussi une manière de repenser la relation que l'on a de façon générale à la culture, et pas seulement au divertissement, hein, parce que le divertissement c'est une chose, mais la culture c'est aussi l'accès à la littérature
Et d'ailleurs, j'ai avec moi des éléments statistiques qui sont en cours d'ailleurs sur une étude de public sur Enghien et en particulier sur les publics, puisque vous savez que sur le Centre des Arts, on a annuellement 34 000 spectateurs, que ce soit pour le cinéma, pour les expositions, pour les concerts, les spectacles, la danse, les pratiques très importantes qui sont les pratiques aussi dans les milieux scolaires et auprès des jeunes. Alors justement, quels résultats concrets dévoile cette étude, Dominique Rolland? Alors écoutez, ce qui est dans cette étude, enfin ce sont des premiers éléments bien sûr. Par exemple, il y a une tendance qui est comment vous venez finalement dans un lieu culturel, dans un théâtre, en tous les cas sur le CDA, c'est d'abord la relation de confiance à la programmation. CDA, je rappelle que ça veut dire Centre des Arts. C'est Centre des Arts, donc qui est un centre qui est aujourd'hui une scène à rayonnement national. Voilà, art et création numérique. Hein. Exactement, et donc qui a différentes facettes de programmation, des expositions, du cinéma, en passant par le festival sur les effets spéciaux, et puis toute une programmation musique et danse principalement. Alors, les deuxièmes éléments sur la sociologie de population qui se déplace finalement, jusqu'à présent, hein, puisque on avait pour cette confiance à la programmation, ça représente quand même un peu plus de 61%, 61,8%. Et puis ensuite, ce qui vient en deuxième motivation, si vous voulez, c'est la découverte de nouveaux artistes. Alors, il y a quand même cette curiosité. Ça, c'est un point très intéressant dans la société, d'avoir surtout une curiosité pour les choses et c'est vrai que la période de confinement a poussé un petit peu chez soi ou en télétravail aussi à s'intéresser à d'autres formes. D'ailleurs, c'est pour ces raisons que Netflix a été un succès. Plébiscité par les Français. Plébiscité, voilà. Il y a également dans ces statistiques aussi, est-ce que finalement on a une visibilité sur les actions que nous menons? Alors, ce qui est bien repéré, c'est de savoir que par exemple, nous qui avons une action, le maire le souhaitait, vers les plus petits, c'est-à-dire des écoles maternelles, aux écoles primaires, au secondaire jusqu'au lycée, et bien que les actions soient des actions en profondeur. C'est-à-dire, Auguste Comte disait « je n'enseigne pas, j'éveille », mais c'est aller vers les jeunes parce que ceux qui seront demain spectateurs ou acteurs ou artistes, ce sont ceux qui aujourd'hui fréquentent les classes. Mais concrètement, quand vous dites visibilité des actions, ça veut dire parce que combien de temps il vous faut pour monter une opération, je sais pas moi, une exposition ou un concert? Habituellement, vous faites des réservations d'artistes 1 an à l'avance. Alors, oui. Est-ce que vous pensez que maintenant, avec cette pandémie, vous allez pouvoir réagir beaucoup plus vite, finalement, en fait? Je crois que, dans les pratiques, si vous voulez, de programmation, ce ne sont pas des programmations sur catalogue, ce sont des programmations qui se font avec des rencontres avec des artistes, avec un travail bien sûr de prospection, mais un travail de rencontre sur des critères, c'est-à-dire si je prends par exemple un artiste qui est en résidence, qui s'appelle Vincent Dupont, voilà, Vincent Dupont travaille sur la stéroscopie en tant que chorégraphe danseur, il travaille sur la stéroscopie, sur le relief. Bon, c'est un sujet qui est proche de notre compétence, de notre expertise, puisque nous sommes un centre de création et d'art, et avec une expertise sur le numérique. Voilà, c'est un exemple. Moi, ce que je voulais dire sur les activités qui vont vers les jeunes, c'est-à-dire sur les pratiques artistiques, qu'elles soient numériques, qu'elles soient sur les arts plastiques, que ce soit pour la musique, nous avons aujourd'hui 76% de gens qui savent que nous sommes pas seulement sur le lieu. Et je pense que la question posée, hein, et je voulais y répondre, c'est que nous allons être amenés à être beaucoup plus mobiles, être moins, si vous voulez, pas sanctuarisés, mais un peu en quelque sorte sur le lieu, mais aussi être invités au-delà, mais c'est-à-dire aller à la rencontre, effectivement, à la rencontre de l'ensemble des institutions. Alors, si j'ai bien compris ce que vous dites, premièrement, ce qui compte, c'est la confiance. Deuxièmement, la découverte de nouveaux artistes pour les gens qui ont envie de culture. La visibilité des actions et la diversité, donc, vers les jeunes. Et puis, d'aller dans des nouveaux lieux d'expression artistique dans tous les sens du terme, qui peut être dehors ou dedans. C'est bien ça qu'on a compris. Exactement. Et pouvoir aussi, peut-être, créer, mais ça c'est une réflexion qui est engagée avec l'éducation nationale
mais également aussi avec les universités, c'est de pouvoir aller pour ce qu'on appelle, si vous voulez, des ateliers. La formation est quelque chose de très important aujourd'hui, pour les jeunes, comme pour nous d'ailleurs. Je vais vous donner un exemple. Nous avons, ça c'est notre... En tous les cas, ce succès-là va nous amener un second temps. Nous avons, comme vous le savez, depuis septembre 2019, nous avons été choisis par la Fondation Orange pour la réalisation d'un MOOC sur création et art numérique. Ce MOOC aujourd'hui, alors il y a eu un bond parce que les personnes qui participent à un MOOC, vous savez, c'est en fait de la formation en ligne, hein, bien sûr. Eh bien, les personnes se sont un peu plus inscrites pendant justement cette pandémie, hein, qui est toujours présente, bien sûr. Mais ça veut dire que nous sommes aujourd'hui à 7300 inscrits. Alors ça c'est moins d'un an. Pour vous donner l'exemple sur le centre Georges Pompidou, qui a réalisé également un MOOC sur l'art, ils étaient à peu près à 10 000 en 2 ans. Donc ça veut dire qu'il y a véritablement donc là, en quelques mois pour vous, la formation à distance, les MOOC, c'est le succès puisque vous dites que ce sont plus de 7 000 inscrits. 7 000, oui, parce que nous arrivons avec un gap de à peu près un peu plus de 3 000 inscrits, c'est à peu près ce chiffre-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a cette curiosité, cette auto-formation, entre guillemets, on parle aussi beaucoup maintenant dans les universités, évidemment, de pédagogie inversée, hein, c'est quand même l'élément important. Et ce qui est important, c'est comment nous allons à la rencontre effectivement des publics. Par quel vecteur? Alors, nous avons fait évidemment une approche là-dessus, savoir comment êtes-vous au courant de la programmation finalement du Centre des Arts. Alors, bien sûr, il y a ce qui est la traditionnelle brochure, ça représente 58%. Hein, ah, encore, donc le papier quand même. Le papier est important. Continue à exister. Mais il est plus intéressant qu'il continue à exister pour la lecture. Bien sûr. Et puis, deuxième élément, c'est quand même les newsletters. C'est-à-dire que nous sommes à 44% newsletters. Ça veut dire que nous devons, en tant que professionnels de la culture, et dans cette relation, cette médiation, parce que je pense que le rôle des programmateurs aujourd'hui de la culture, c'est avant tout d'être des médiateurs. C'est-à-dire de trouver les moyens, si vous voulez, et les outils pour nous rapprocher dans cette phase de distanciation, justement, d'être inventif et de trouver d'autres formes. Alors, évidemment, Facebook apparaît aussi, on suit les activités beaucoup sur Facebook, bien sûr, maintenant. Alors, on ne doit pas en faire un panacée, en disant c'est comme ça que nous devons travailler, mais il faut être inventif. Et ce que nous allons approcher pour la saison qui va ouvrir à la rentrée, en espérant qu'il n'y ait pas un retour qui surprenne et ce serait catastrophique. Mais sauf qu'on a des masques maintenant, alors que la France n'en avait pas au début. C'est vrai. Maintenant, alors, on peut se protéger. On a mis en place un dispositif qui est assez bon. Je vous dis pas, c'est le parcours un petit peu quand vous arrivez à Roissy ou vous passez la douane. C'est-à-dire que vous avez quand même ces gestes barrières. Bon, ils conditionnent un certain nombre de choses. Il faut en faire quelque chose de ludique. Ça, c'est aussi de l'apprentissage. Il faut le transformer, ces revers, en victoire. Alors, moi, ce que je regarde, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un public qui vient, somme toute, quand on demande ce qu'il pense de la programmation proposée. Alors, cette programmation proposée, on est autour de attractif 39,6% et satisfaisance 42%. Bon, et est-ce que l'on doit se satisfaire de cela? Pas du tout. Je pense qu'il faut, et c'est là où nous avons un travail très important, c'est-à-dire de rencontrer des personnes qui sont, je vais prendre un exemple très concret, la lecture publique. Nous avons aujourd'hui des personnes empêchées dans des maisons de retraite qui sont à proximité. Pourquoi n'irions-nous pas, soit sur place, avoir des rendez-vous, évidemment des lectures, hein, pas des compteurs, mais effectivement de faire des lectures, et le faire aussi par des moyens qui sont tout simplement par la transmission, et ce qu'on appelle le streaming, hein, parce que c'est l'utilisation anglaise, mais c'est tout simplement de transmettre
directement chez les personnes qui n'ont pas la possibilité de venir sur les lieux. C'est ce qu'on a fait au bar de l'économie au début du confinement au mois d'avril. On a fait la lecture et c'est vrai que les gens aiment beaucoup. Donc on faisait 5 à 10 minutes de lecture au cours de notre émission. Donc vous allez reprendre un peu cette idée si je comprends bien. Alors ça plaît. Ouais, ça plaît et puis je crois que ça répond aussi à une attente et puis c'est aussi expérimenter des outils justement dans cette relation de communication avec les autres. Quand on est à distance à travers un écran, eh bien, on ne communique pas de la même manière que quand on est là physiquement. Donc c'est autre chose. D'ailleurs, le succès en ce moment d'un certain nombre de plateformes, on parlait autrefois de visioconférence, ça a fonctionné très bien. Tout le monde s'y est mis très vite finalement. Très vite, et puis on a un panel de 10 à 17 personnes qui sont là, ça marche très très bien. Nous, on le voit, puisque je rappelle pour nos auditeurs que le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains est aussi non seulement un établissement à rayonnement national, mais également vient d'être d'ailleurs, c'est Philippe Sueur qui moralement est représentant en tant que maire au sein du conseil d'administration de Paris Lumière, de l'université Paris Lumière, qui est composé par CNRS, composé par Paris-Nanterre, par Paris 8, par le Louvre, Centre Georges Pompidou, la BNF, et nous sommes au conseil d'administration. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons là toutes les expérimentations de recherche qui sont faites sur les apprentissages. On parle des MOOC, mais on parle également d'une autre manière d'aborder, par exemple, le passage que nous avons. Par exemple, on sait que les Français, moi j'ai vu dans notre étude que le patrimoine comptait beaucoup, à 53%. Le patrimoine, la découverte du patrimoine. Et c'est vrai que on ne peut plus être aujourd'hui pas en file indienne, en plus avec les mesures barrières, on ne peut plus être, si vous voulez, en file indienne dans les musées et en regardant et en passant avec un guide avec un petit drapeau. Ça marche plus, c'est autre chose. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai été en tant qu'expert sur une étude, puisqu'il y a quand même 400 000 € pour la recherche par rapport à Paris Lumière, et c'est bien que le Centre des Arts ait été, disons, approché et fasse partie de ce réseau. De ces recherches, exactement, finalement. Parce que j'ai pu voir, par exemple, qu'aujourd'hui, on s'intéressait à créer, par exemple, une interface entre le visiteur dans un musée, l'œuvre, et la performance, c'est-à-dire les interactions. Comment peut-on approcher une œuvre autrement? C'est-à-dire avoir, sur un guide, ne pas être face simplement à une peinture, la regarder, c'est très bien, c'est contemplatif, mais il y a déjà un effort intellectuel qui, au départ, si nous n'avons pas le bagage, il va être très difficile de décoder. Donc c'est un petit peu un décodage en marchant, c'est-à-dire en ayant une interface, c'est-à-dire un lien avec un autre acteur, qui va être virtuel, celui-là peut-être, mais qui va permettre de nous accompagner un petit peu dans ce décodage et nous permettre d'être plus participatifs à la lecture des œuvres dans un musée que passifs en disant il faut y aller parce que ça fait partie de la promenade du dimanche. En tout cas, merci beaucoup Dominique Rolland pour tout ce rapport, cette étude que vous venez de mener. Ce que je remarque, ce que je note, c'est que finalement le papier et le numérique sont à 50-50 en moyenne sur les études que vous venez de nous donner. Donc on voit les générations qui cohabitent très bien finalement. Et puis que pour le Centre des Arts, vous allez aller beaucoup plus vers l'extérieur. Et puis qu'on va peut-être avoir des concerts ou des expositions, pourquoi pas en pédalo, pourquoi pas au Jardin des Roses plus souvent, pourquoi pas dans les jardins du Grand Hôtel, pourquoi pas sur la Jetée. Enfin, ça va être un mix de l'ensemble et pourquoi pas aussi aller carrément dans des institutions. C'est bien ça. C'est exact, c'est-à-dire d'être peut-être moins dans le rapport au nombre, si vous voulez, à la quantité de public, mais plutôt dans une relation qui va nous rapprocher parce qu'elle est privilégiée, celle-là. Alors, elle va nous amener à changer je dirais, de pédalier, c'est-à-dire à dire, au lieu de faire une représentation, peut-être on va en faire deux. Peut-être qu'au lieu de monter un atelier qui s'adresse à 40 personnes, on va le faire 2 fois, en s'adressant 2 fois à 20 personnes, mais dans une autre relation. Et donc la distanciation et les gestes barrières, au contraire, vont nous amener à repenser
quelque chose de beaucoup plus, enfin d'humaniser finalement ce rapport-là. Est-ce que vous, dernière question, est-ce que vous allez faire comme la SNCF nous l'a annoncé hier, c'est le port du masque tout le temps dans les lieux publics où il y a du monde, justement? Alors, c'est une question un peu complexe, ça dépend des conditions. Évidemment, si vous êtes dans un espace qui est aéré dehors et que les personnes sont à 2 mètres les unes des autres sans s'approcher, si vous voulez. Enfin, c'est quelque chose que, moi d'abord, je n'ai pas la compétence pour répondre complètement, mais ce que nous avons nous mis en place, c'est à partir de ce qui est connu à ce jour. Dans le domaine de la prévention, en particulier sanitaire, nous avons passé une expertise sur le Centre des Arts et nous appliquons ce qui nous a été recommandé. Après, je pense qu'il va falloir adapter, il va falloir avancer avec les préventionnistes, avec ceux qui ont la compétence et l'expertise dans ces domaines, pour nous dire, attention là vous êtes dans un cas où il faudrait, par prévention, porter le masque. Moi, je suis pour le port du masque, hein, mais après... porter le masque pendant 3 heures, c'est un peu difficile. Alors, vous avez un nouveau lieu qui s'appelle la Serrurerie, donc là aussi qui pourra accueillir des événements, quels qu'ils soient. Donc, on sera ravis de vous revoir au mois de septembre pour avoir des choses concrètes et pour voir un peu l'évolution par rapport à toute cette étude que vous venez de nous dévoiler. Merci beaucoup, Dominique Rolland, d'avoir été avec nous. Je vous propose tout de suite une promenade musicale et puis ensuite, place aux femmes dans cette émission. Nos 2 intervenantes suivantes sont des femmes. Merci. Alors, elle n'est pas finie, hein, elle est juste en cours. Hein. Merci. C'est ici que je m'installe. Je suis juste à côté. Oui. D'accord, donc je me mets là. C'est moi qui vais rester là, je fais ça. Installez-vous. Ah, c'est pas ces micros, c'est... Non, non. Je viens de comprendre. Il y en a 2. Et oui, nous voici de retour au bar de l'économie. Vous avez entendu, on fait place maintenant à la création musicale. Donc, si vous produisez des sons, eh bien, vous nous contactez, bar de l'économie, soit sur Facebook, soit sur LinkedIn, comme vous voulez, et vous nous envoyez de quoi vous contacter, évidemment. N'oubliez pas, parce que certains, quelquefois, oublient de nous donner soit leur numéro de téléphone, soit leur mail, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurent Guedj, président des commerçants de la ville d'Enghien, puisqu'on commence cette nouvelle chronique jusqu'au 19 juin. Un jour, un centre-ville, un resto. Et puis, nous sommes avec Dominique Rolland, directeur de la culture et directeur général d'Enghien-les-Bains. Nous sommes aussi en compagnie de Françoise Terjung, avec qui on va parler tout de suite sécurité et nouvelles mesures. Et puis, je suis en compagnie d'Estefania Gonzalez des Yubeta, qui a lancé sa start-up au moment du démarrage du confinement. Et donc, on va voir comment toutes les deux, d'ailleurs, tout de suite, ont vécu ce confinement. Alors, Françoise Terjung, vous étiez déjà venue nous voir au début d'ailleurs du bar de l'économie en 2017. Oui, voilà, parce que vous avez créé il y a déjà un certain nombre d'années RSST, une société sur la sécurité. Alors, ce confinement, quel impact pour vous et pour votre activité? Est-ce que ça a été l'arrêt total? Est-ce que vous avez pris des crédits? Est-ce que non, finalement? Alors, on a été effectivement impacté, on va dire, durement, puisque nous avons dû fermer suite à justement la demande de l'administration. On a fait une fermeture administrative. Donc ça a eu effectivement un impact. Ceci étant, nous avons su rebondir pendant ce laps de temps, puisque nous avons mis en place des nouveaux modules de formation. Donc vous avez digitalisé toute votre activité? Alors vous avez pas vraiment, puisque donc, nos formations, comme vous le savez, sont des formations obligatoires qui nécessitent un présentiel. Elles sont principalement liées au dispositif INRS qui donc ne nous permet pas de pouvoir digitaliser l'ensemble de ces formations. Donc
peu importe, nous avons fait preuve d'innovation autrement, c'est-à-dire qu'on a monté des modules spécifiques relatifs aux référents Covid-19 dont on parlera tout à l'heure, mais pas que, puisque notamment dans le cadre du protocole national, il est question de former des référents pour accompagner justement les employeurs et les chefs d'entreprise. Donc on s'est concentré là-dessus. On s'est également concentré sur l'avenir de l'entreprise et puis sur nos clients. Vous avez des interrogations pour l'avenir ou est-ce que vous êtes confiante? Alors, je suis d'un optimisme, plutôt optimiste, donc je reste confiante. Je pense simplement que la priorité du moment ne sera pas forcément sur les formations en ce qui concerne le client, mais plutôt sur la reprise d'activité, l'application donc des gestes barrières, comme le disaient mes prédécesseurs, et puis surtout voir comment finalement ces salariés vont pouvoir reprendre dans une situation dite dégradée, liée justement à toutes ces mesures qui sont à mettre en place. Je ne désespère pas puisqu'on a de nombreux reports de nos formations qui étaient initialement prévues sur la fin du dernier trimestre. Donc finalement, ce que vous dites, c'est que le troisième trimestre, donc juillet, août, septembre, c'est mort pratiquement. Oui, on va dire ça. Donc financièrement, comment faites-vous? Alors, par chance, donc, nous avions une trésorerie qui était là, qui nous permet de subvenir à nos besoins, bien évidemment. On a eu recours au chômage partiel pour un de mes collaborateurs. Et ensuite, nous avons effectivement contracté le prêt d'État pour pouvoir... Donc, vous avez emprunté? Exactement. Qu'est-ce que vous avez choisi d'emprunter finalement? Quelle somme, sur combien de temps? Alors, on est sur 25% du chiffre d'affaires, ce qui représente à peu près plus de 50 000 euros, voilà, pour pouvoir en tout cas pallier aux premiers besoins de l'entreprise si besoin est. Voilà, pour l'instant, on n'en est pas au pré-rebond proposé par la BPI, mais on y pense malgré tout parce qu'on ne sait pas finalement si cette reprise va être imminente ou pas. Il y a des prémices, mais pas suffisamment importants pour pouvoir s'assurer. La mesure que j'ai annoncée ce matin, donc qui va être dévoilée un peu plus tard, du chômage partiel à long terme, ça vous tente de le reprendre pour les salariés éventuellement? Alors, ce qu'on a fait nous, c'est que dès le départ, nous avons donc entre guillemets souscrit à ce chômage partiel jusque fin septembre. Pour l'instant, on reste sur cette notion de durée jusqu'à septembre, mais il se peut qu'en fonction des retours des formations, on arrête clairement le chômage partiel. L'objectif, il est plutôt d'arrêter. D'arrêter. Oui, alors justement, pour pouvoir reprendre une activité le plus vite possible, vous avez mis en place deux nouvelles mesures, enfin deux nouvelles formations. Oui. Donc la première, c'est la formation référent Covid. Expliquez-nous. Oui, en effet. Alors, le référent Covid, c'est en fait un salarié qui va être désigné par son employeur, tout simplement pour pouvoir l'accompagner, d'une part, dans l'application et la mise en œuvre donc, du protocole de reprise d'activité, avec notamment cette notion de geste barrière. Il va être aussi la force de proposition pour améliorer justement les processus. Il va aussi mener des actions d'information, de formation, aux besoins de conseil auprès de l'employeur. Donc effectivement, on a mis en place ce module-là. Donc un module d'une part qui est très généraliste, en reprenant les principes du protocole national, mais pas que, en rappelant aussi les règles de sécurité, parce que dans le cadre de la prévention, tout un chacun est responsable, on le sait, il n'y a pas que l'employeur dans cette dynamique-là. Donc c'est une formation qu'on a mis en place qui peut être réalisée donc en distanciel. On a pris la latitude de la faire sur 4 heures pour avoir une bonne interactivité avec nos participants, mais pas que, puisqu'on la ponctue d'exercices, on va avoir des échanges par rapport à des situations bien spécifiques, par des cas pratiques. Et on la clôture par un QCM, donc c'est des questions à choix multiples pour pouvoir justement valider les connaissances de tout un chacun. Alors, donc ça se fait en groupe dans une même entreprise, avec le chef d'entreprise et ses salariés, ou bien est-ce que vous faites ça individuellement? Alors, on peut le faire en groupe, donc on peut le faire en distanciel, c'est-à-dire en visioconférence, ou bien sur place. La différence, ça va être la durée. On va être sur 7 heures en entreprise parce que derrière, on va aller faire une visite d'entreprise pour justement repérer tous les moyens qui ont été mis en place par l'employeur pour justement préserver la santé et sécurité des salariés dans le cadre de cette pandémie. Ça va être aussi ponctué en présentiel par
la mise en pratique justement du lavage des mains par exemple, ou du port du masque, du retrait du masque. On va aborder tous ces sujets-là. Qu'est-ce qui vaut mieux en fait quand on peut plus respirer dans son masque? Il vaut mieux l'enlever carrément ou il vaut mieux le baisser sur son menton? Alors, comme font beaucoup de gens. Il est vrai que le port du masque au long cours peut engendrer des difficultés, on va dire, respiratoires. Ah oui, quand il fait chaud notamment, je vous confirme. Ça a une incidence de toute façon, même sur, je dirais, la capacité respiratoire, puisque bon, on souffle dans ce masque et on réinspire finalement, on inhale à nouveau ce qu'on a finalement oui, parce que ce qu'on oublie, c'est que dans les hôpitaux, il y a une climatisation très forte. Oui. Nous, dehors, quand il fait chaud, on n'a pas de climatisation. Alors, tout en sachant que dans le milieu hospitalier, ils vont changer régulièrement de masque aussi. Bien sûr. Parce que nous, bah, voilà, on n'est pas du tout dans le même contexte. Et donc, par rapport à ça... qu'est-ce que vous préconisez? Donc, d'enlever son masque quand on n'en peut plus ou bien de le baisser? Alors, je dirais, il faut être vigilant. Je ne vais pas vous dire, il faut faire ça. Moi, je suis très... je respecte donc ce qu'on nous demande de faire. Tout dépend, on va dire, de la distanciation, si elle est possible ou pas. Si elle est possible, ben, pourquoi pas, si ça gêne la personne. Maintenant, ça dépend aussi de l'environnement dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans un environnement très aéré qui permet, par exemple, comme ici, d'ouvrir les fenêtres ou pas? Voilà, ça va dépendre du contexte. Je ne peux pas être catégorique là-dessus. D'accord, donc on a le choix en fait entre les deux formules. Merci de nous laisser un peu de liberté, Françoise Terjung. Alors, autre nouveauté pour RSST, c'est la formation complémentaire des sauveteurs secouristes. Oui, tout à fait. Donc, bien évidemment, la pandémie nécessite une certaine mesure de précaution, notamment dans l'abord, je dirais, des victimes quand on est amené à porter secours. Et donc, on a mis en place un module également qui permet justement de revoir avec les sauveteurs secouristes des entreprises, alors aussi bien les SST que tout le monde connaît, aussi bien les gens qui ont, on va dire, une certification du premier secours civique de niveau 1 ou bien les fameux secouristes internationaux du travail. Donc, on leur apporte toutes les connaissances et compétences nécessaires pour pouvoir justement être capable de reconnaître une victime symptomatique, mais aussi de pouvoir prodiguer les premiers gestes qui sauvent, avec justement des choses qui ne se font plus actuellement, notamment pour les victimes qui sont en arrêt cardio-respiratoire, le bouche à bouche. Là, il est on va dire, inconcevable dans le cadre d'une pandémie d'imaginer ce geste-là qui se fait habituellement. On ne peut pas le supprimer de toute manière, ce geste-là. Vous pouvez, actuellement oui, vous n'allez pas faire du bouche à bouche sur une victime par exemple qui présente, je dirais, et on ne le sait pas. On ne peut pas savoir si la personne a le Covid ou pas. Donc par mesure de précaution, on ne va pas le fait pas. Voilà, pour l'instant, on va s'abstenir. On attend des jours meilleurs. Exactement. Non, pas vraiment, puisque vous êtes... On ne va pas les laisser mourir, non. Non, du tout. Puis, parce qu'il y a aussi le massage cardiaque qu'on peut faire. N'oubliez pas, voilà, c'est ce que j'allais vous préciser, c'est que le massage cardiaque est bien plus important que le bouche à bouche. D'accord, voilà. Donc ça sert à rien, vous voulez dire, le bouche à bouche? Je n'ai pas dit que ça ne servait à rien, j'ai dit c'est complémentaire, ça fait partie donc des recommandations. Ceci étant, vous avez des situations où le bouche à bouche voilà, peut vous rebuter. Donc, alors justement, massage cardiaque, parlons-en un tout petit peu, puisqu'on a la chance de vous avoir, Françoise Terjung. Oui. Nous, on dit qu'il faut beaucoup de force pour un massage cardiaque, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut appuyer entre les côtes très fort? Alors oui, alors chez l'adulte, il va falloir appuyer entre 5 et 6 cm. Donc, ça vous 5 à 6 cm, carrément. Tout à fait, oui, bien sûr. Mais vous vous doutez bien que dans la réalité, c'est un peu compliqué. On n'a pas son double décimètre ou son mètre pour mesurer la profondeur. Donc il faut effectivement appuyer suffisamment profondément pour pouvoir permettre de restaurer la circulation, une circulation sanguine artificielle et pouvoir alimenter justement le cœur et les organes vitaux. Voilà. D'accord. Ben, merci pour toutes ces pratiques, parce que c'est vrai que quand on ne le fait pas, on oublie comment il faut faire. C'est pourquoi je vous demandais, pour finir un petit peu sur l'évolution de votre métier, Françoise Terjung, si on veut vous contacter pour les formations que vous mettez en place, comment fait-on? Eh bien, tout simplement, vous pouvez nous appeler au 01 34 43 10 37 ou bien nous contacter par email contact@rsst.fr tout simplement, ou bien également vous connecter sur le site internet sur lequel vous retrouverez une page qui est dédiée au déconfinement et dans lequel vous allez retrouver les 3 formations, donc notamment celle sur le référent Covid-19
et Covid-19 dédié justement au métier de la restauration, café et hôtel, puisqu'on a aussi développé cette particularité. Et enfin, vous retrouverez également sur cette page le module dédié aux sauveteurs secouristes, avec également tous les liens utiles pour à retrouver les informations concernant cette pandémie. Voilà, vous avez tous entendu. Et si vous n'avez pas entendu, eh bien, vous allez vous connecter sur notre chaîne YouTube et cet après-midi, vous aurez de nouveau toutes les coordonnées. Alors, Françoise Terjung, vous l'avez dit très justement, comme tous les chefs d'entreprise, c'est quand même l'optimisme qui prévaut. Quels sont vos besoins pour le futur ? En imaginant que voilà, tout reprend comme avant. De quoi vous avez besoin? D'aide en back-office, de renforcer, voilà, de formateurs? De quoi avez-vous besoin? Alors, exactement. Donc, c'est ce que je vous avais précisé. J'ai effectivement, si tout ça repart de manière... voilà, en septembre, tout va bien, voilà, on repart tous comme d'habitude. Eh bien, effectivement, nous réfléchissons au recrutement d'une personne pour pouvoir justement nous aider en back-office. Et puis les formateurs, et bien évidemment, on en a toujours besoin. On a toujours besoin de forces vives sur le terrain, puisque notre cœur de métier, c'est être auprès des salariés et dans les entreprises. Alors, vous seriez prête à prendre un apprenti ? Vu la mesure que j'ai annoncée en introduction. Si ça existe en back-office, pourquoi pas, tout est envisageable. On étudie toute proposition. Et pour être formateur, qu'est-ce qu'il faut comme particularité? Qu'est-ce qu'il faut comme formation, justement? Ou est-ce qu'on peut démarrer en sortant du bac, on vous contacte? On peut démarrer en sortant du bac. Nous préparons les personnes, nous les formons justement à tout ce qui concerne la pédagogie. Voilà. Et ensuite, on va les spécialiser en fonction des formations qu'on va lui demander ou voilà, de développer pour RSST tout simplement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Finalement, ces gestes barrières, eh bien, ce sont finalement des simples mesures d'hygiène et je vois qu'elles vont rester tout le temps. On va faire une toute petite pause musicale et puis après, place à notre start-up du jour, Estefania González. Merci à vous. Les deux, oui, il y en a un, c'est pour la vidéo et l'autre, c'est pour le son. Bien devant le micro. Et au départ, c'était bien, mais après, c'est complètement... En fait, il ne faut pas croiser les jambes, ça vous bloque. Voilà. C'est bien qu'on entend bien la radio. Si vous voulez intervenir, vous voulez lui poser une question ou pas? Et vous, François, si vous voulez intervenir, vous me faites un petit signe. C'est qui la créa là? Je sais pas. Donne-moi le nom. Distrion à Libye. C'est ça? On n'est pas ébloui par le soleil. Allez, on retourne. Ouais, on y va. Nous voici de retour au bar de l'économie. C'était une promenade créative de Distrion à Libye pour continuer notre émission. Et vous voyez qu'en création, c'est très très varié. Ça va de l'électro au jazz. Enfin bref, on va avoir de quoi bien vous divertir dans cette émission, le bar de l'économie sur Radio IDFM, Radio Hangar. Alors pour continuer notre émission, nos entretiens du jour, eh bien, je suis en compagnie maintenant d'Estefania González des Yubeta. Alors Estefania, vous avez travaillé dans de grands groupes, notamment on peut les citer peut-être. Oui. Votre métier auparavant, c'était de faire du conseil en développement, c'est bien ça? Alors, donc moi j'ai travaillé déjà, merci de m'avoir invité, hein. Donc c'est la première fois que je suis dans un studio radio, donc je suis très impressionnée par toute cette connectique et toute cette lumière. Oui, effectivement. Donc, Oui, moi, vous êtes sous les feux de la rampe. Donc moi j'ai fait une partie de carrière, enfin de carrière dans des grandes entreprises internationales. Effectivement, il y a eu du conseil, des web consulting, j'ai travaillé aussi pour Bureau Veritas. Et j'ai fait surtout la conduite de gros projets de transformation. Hein, donc des sociétés qui avaient à un moment donné un besoin de repenser leur manière de travailler face à une crise ou face à
à une croissance inattendue. Voilà, pour réorganiser, pour que ça fonctionne différemment. Et bon, ce monde de l'entreprise, de la grande entreprise, je l'ai quitté il y a un an pour lancer ma propre société, parce qu'il y a des moments où il faut passer par les bonnes choses. C'était mon moment. Et voilà, pourtant, en conseil, comme vous faisiez, on se réinvente tout le temps puisque vous changez de secteur d'activité. Tout à fait. Alors là, dans mes derniers postes, je n'étais pas en conseil, j'étais en interne au sein d'une entreprise où je conduisais des projets aussi à grande échelle. Mais parfois, on a envie d'avoir son propre projet aussi, créer un projet qui vous ressemble, qui porte vos valeurs, et vous avez toute l'attitude aussi pour faire ce que vous voulez finalement. Alors justement, votre projet, c'est la location de mobilier de A à Z, hein, de l'électroménager à la toute petite décoration. Comment ça vous est venu cette idée? Alors déjà, l'idée au début m'a été soufflée par ma mère, mes parents étaient expatriés aux États-Unis où ce type de service existe déjà. Et ils avaient été séduits par la simplicité de l'offre. Le fait d'arriver dans un pays où vous ne connaissez rien et finalement, voilà, vous ne prenez pas la tête, on vous livre tout le premier jour. Et puis le jour où vous partez, vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus la contrainte des meubles. Et voilà, donc c'était resté dans la tête. Et en réfléchissant, je me suis dit qu'il n'y avait pas que pour les expatriés pour qui ça pouvait être intéressant. Parce qu'en fait, finalement, la vie, elle est faite d'étapes. Donc l'arrivée d'un enfant, l'enfant qui va grandir, il y a des études, des expatriations, il y a des divorces. Et ces étapes de la vie sont souvent accompagnées par de besoins spécifiques en termes de mobilité, mais des besoins souvent temporaires. Donc, prenons par exemple le cas d'une famille qui attend un premier enfant, il va devoir s'équiper avec tout un tas de meubles qui, au bout de 2-3 ans, ne lui serviront plus. Bien sûr, même pas quelquefois. Exactement. Et aujourd'hui, faute d'alternatives à l'achat, on finit par dépenser des sommes souvent importantes dans des meubles et des objets qu'on ne va pas vouloir garder à terme. Donc, et qui, une fois qu'ils auront rempli leur mission, vont nous encombrer et vont nous poser un problème parce qu'il faut quand même les stocker ou le transporter, ou voilà. Et ça peut même nous générer des coûts qu'on n'avait pas prévus, de camionnettes, de box, voilà. Sans parler du fait que c'est une véritable source de gâchis. Donc aujourd'hui, en France, on jette de l'ordre de 2 millions de tonnes de déchets issus des ameublements. Ça, c'est une source... 2 millions de tonnes. Voilà. Et on les sait tous très bien, je pense qu'on a tous jeté à un moment donné des meubles qui étaient en parfait état d'usage, et on les a juste jetés parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Et voilà, on se débarrasse. Donc, avec la location, donc voilà, donc Lock & Roll est né du constat que, bon, c'était pas forcément optimal et qu'il y avait une manière de faire possiblement plus simple, plus souple et aussi plus responsable qui permet de rallonger aussi la durée de vie des meubles. Alors justement, vous peaufinez cette idée l'année dernière, en 2019, hein, vous montez votre business model, j'imagine. Oui. Comment vous faites? Alors, donc déjà, je ne vous ai pas dit, je vais vous le dire aussi parce que ça a des impacts. Donc nous, on ne se contente pas de livrer des meubles. C'est-à-dire que nous, on fournit un service intégral clé en main pour le client. L'idée est vraiment que ce soit le plus simple possible pour les gens. Donc, on livre à la date que le client choisit, dans 2 semaines ou dans 4 mois, si vous voulez. On monte les meubles et on les installe chez les clients pour qu'ils n'aient rien à faire. On les répond à la fin. Ça a des conséquences au niveau du service qu'on fournit. Donc effectivement, moi je me suis lancée dans mon projet il y a un an. Donc cartésienne que je suis, j'ai conçu un plan d'action en béton. J'ai fait une analyse de risque totale de mon opération pour bien connaître mes risques, les mitiger, les accepter en connaissance de cause. Et là, poum, on est prêt à lancer l'opération, ce qu'on fait fin février. Et là, paf. Fin février 2020, je précise. Tout à fait, exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le Covid. Donc ça, évidemment, on n'était dans aucun plan d'action ni dans aucune analyse de risque. Et là, je me retrouve avec un plan d'action qui est totalement hors sujet. Bon, pas totalement hors sujet, mais il a fallu quand même revoir fortement la copie. Donc, très concrètement, bon, moi, heureusement, côté financement, j'étais tranquille. Donc, on avait déjà bouclé toute la partie financement juste avant. Bon, quand je dis tranquille, c'est une tranquillité relative. Relative, oui. Ça veut dire que je dois quand même faire attention à mes coûts et je dois m'assurer que j'amorce un flux de commandes. Or ça, c'est la difficulté principale. Déjà, moi, je lance une société dans un domaine en plus qui est novateur. Donc, toute société qui se lance a besoin de se faire connaître. Celle qui l'est fait dans un domaine qui est méconnu du grand public doit le faire encore plus parce qu'il faut connaître le mode de fonctionnement, les avantages, tout ça. Et là, je me retrouve face à une société totalement paralysée. Donc, où il ne se passe rien. Donc, on parle de rien d'autre que de Covid. Tout le monde est mort de peur devant ces situations. Oui, c'est bien normal. Voilà, et c'est bien normal. Moi aussi, en tant que personne, c'est mon cas. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on adresse un marché
qui est paralysé. Alors justement, on va parler un petit peu de votre offre produit parce que vous avez passé toute l'année dernière à j'imagine, acheter. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'on peut louer des meubles qui sont neufs, qui sont d'occasion? Est-ce que vous avez chiné pour nous? Est-ce que vous avez des associés ou des fournisseurs avec qui vous travaillez? Si on vous commande, par exemple, est-ce qu'on peut louer une cuisine? Alors, donc déjà, effectivement, en termes d'offres de produits, donc on a un catalogue quand même très vaste. Hein. Donc, moi, je voudrais que Lock & Roll et la location en général soient perçus comme une véritable offre d'ameublement. Oui, Lock & Roll, ça s'appelle. C'est ma société. Voilà. Et je ne veux pas que ce soit perçu juste comme du dépannage. Donc, j'ai besoin d'une petite table d'appoint, je prends un truc moche. Non, pardon. Voilà. Donc, je veux vraiment proposer un catalogue riche, varié, où il y a des meubles de tous les styles et de toutes les conditions. En plus de ça, je crois vraiment à la démarche de l'économie circulaire. Donc déjà, la location en tant que telle permet de rallonger la vie des meubles. Mais nous, on va plus loin puisqu'on propose des meubles neufs, mais on propose aussi des meubles qu'on a chinés. Donc la vieille commode de la grand-mère qui a été à un moment donné retravaillée par un artisan et qui l'a remise au bout du jour. Voilà, donc on fait travailler aussi des petits artisans, on leur achète des meubles qu'on propose sur notre site pour donner une seconde vie aussi à ces meubles-là. Et on travaille aussi avec des personnes qui font des meubles à partir des matériaux recyclés. Donc là, on a fait un petit partenariat avec une société qui fabrique de beanbags avec de chutes, de parachutes et des... Donc chez Lock & Roll, en fait, on peut louer tout style de meubles. Et finalement, est-ce qu'on peut louer pour 1 mois, 2 mois ou est-ce qu'il n'y a pas d'engagement forcément? Est-ce qu'on peut vous dire, par exemple, moi, je veux être en très moderne pendant 1 an, je dis n'importe quoi, et puis pendant 6 mois, je vais prendre du rustique ou je ne sais pas. Oui. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Donc déjà, effectivement, il y a les meubles. On fait aussi, comme vous avez dit, la décoration. On fait l'électroménager. On fait aussi des articles du quotidien, c'est-à-dire des vaisselles, des machines à café, des couverts, tout ce qui peut servir à équiper une maison. Demain, vous voulez meubler votre maison et rien rien acheter, pardon, vous pouvez passer par nous. En termes de durée de location, on va de 1 mois à 5 ans. Et sachant que quand même l'objectif c'est de fournir vraiment la souplesse maximale au client. Donc c'est au meuble de s'adapter au client et pas au client de s'adapter au meuble. Donc vous partez sur un contrat de location de 24 mois, mais pour une raison X, Y, Z, vous avez besoin de revoir cette durée à la hausse comme à la baisse, c'est possible. On n'applique pas des pénalités, on revoit uniquement le montant de la mensualité puisque nos loyers sont dégressifs. C'est-à-dire que si vous partez sur 3 mois, votre coût par mois va être plus important que si vous partez sur 36 mois. Voilà, ou 36 mois, oui. Sachant que dans nos prix aussi, il y a il y a les services de clé en main qui sont déjà inclus, hein, donc voilà. Mais oui, effectivement, on propose une souplesse totale. Donc vous voulez partir sur 6 mois sur un style scandinave et puis après vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas et vous voulez partir sur de l'industriel, et pas très bien, on est là pour ça. D'accord, donc en fait, c'est du vrai conseil. Alors comment ça se passe? Est-ce que tout se passe chez Lock & Roll par Internet ou est-ce que vous venez, ou est-ce que le client doit venir chez vous ou c'est vous qui vous déplacez? Comment se passent les premières... Est-ce que vous avez monté une plateforme Internet sur laquelle il y a tous les objets et on peut les voir? Alors tout à fait, donc il y a un site web, je ne sais pas si je peux le citer, mais bon, il y a Bien sûr, lockandroll.com ou www.lockandroll.com. Parce que de toute façon, je vais vous demander comment on fait pour vous contacter. D'accord, donc voilà, donc déjà il y a un formulaire de contact sur le site. Et là, on trouve déjà une grande partie de notre gamme de produits qu'on essaye que ce soit le plus riche possible. Cela dit, nous, on vient de commencer, je suis quand même ouverte à entendre ce que les clients ont à me dire. Et donc, j'ai déjà beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent, bah tiens, moi, je sais pas. Donc, par exemple, j'ai besoin de louer de l'électroménager, mais j'ai que 1,50 m pour caser 4 équipements. Ceux que vous proposez sur le site sont beaucoup trop volumineux. Est-ce que vous pouvez me proposer autre chose? Eh bien oui, très bien. Donc, dans ce cas-là, on va parler avec le client pour lui faire un chiffrage adapté. Voilà. Donc, des demandes comme ça, j'en ai eu. Aussi, par exemple, on a lancé les activités en Île-de-France parce que, bon, pour des questions logistiques, c'est quand même plus simple pour nous de gérer dans un premier temps. Mais j'ai déjà livré en dehors de l'Île-de-France. Donc, j'ai eu des gens qui m'ont contacté. Tiens, moi, je suis en Normandie, j'aimerais louer vos produits. Bon, bah, on lui fait une offre adaptée parce qu'évidemment, il y a un surcoût hein, si on livre. Le transport, oui, voilà. Mais moi, je fais cette proposition et si le client est content, ben, tant mieux. Alors, où est installé votre entrepôt, Estefania González? Bah, il est en Île-de-France, donc déjà, effectivement. Donc, il est à Villeneuve-la-Garenne. Donc, voilà, donc Lock & Roll, c'est à Villeneuve-la-Garenne? Non, Lock & Roll est domicilié à Pontoise. Et la partie, on va dire, back-office de Lock & Roll est hébergée dans une pépinière, donc à la Turbine, à Cergy.
Et après, je fais travailler aussi, tout le monde n'est pas salarié. Tous les gens qui travaillent chez Locanroll ne sont pas des salariés directs. Il y en a, mais pas tout le monde. Et on fait travailler aussi d'autres sociétés, des alentours. Bon, concernant la partie logistique, effectivement, on travaille avec une société que je connais depuis très longtemps, d'une ancienne vie. Et donc c'est la confiance qui prime forcément pour démarrer. C'est eux qui sont déjà parfaitement équipés pour héberger vos stocks. On sait qu'on est depuis longtemps aussi. Et surtout, ils opèrent sous le nom de Locanroll. Parce que moi, ce que j'ai horreur, en tant que cliente, moi je suis souvent pas impressionnée lorsque j'achète quelque chose et que je dois le recevoir chez moi et qu'on vient pas, les livreurs, et puis vous allez vous appeler celui qui vous a vendu les objets, lui, et vous dit je suis pas responsable, voilà. Donc moi, un client passe par moi et je suis responsable de bout en bout de ce qui se passe. Donc un produit n'arrive pas à un moment donné, c'est moi qui réponds devant ces clients. Alors, chez Locanroll et Stéphania Gonzalez, donc la start-up que vous venez de lancer, c'est la location de mobilier, quel qu'il soit, jusqu'au tableau, à la décoration, le miroir. Si par exemple, j'arrive, je loue un appartement, la cuisine, elle est ni fait ni à faire, on peut vous dire, tiens, venez, je veux louer une cuisine complète, c'est possible? Alors, des cuisines, j'en fais pas. Donc, on fait l'électroménager, mais on fait pas des cuisines tout simplement parce que c'est des meubles qui vont être sur mesure, qu'il va falloir fixer au mur. Donc, ça devient en fait du mobilier immobilier quelque part. Hein. Donc, ça, c'est un peu trop tôt pour le faire. Peut-être qu'on le fera dans un avenir. Mais en dehors de ça, on loue tout le reste. Mais oui, j'ai déjà eu des cas qui m'ont dit, moi j'ai cet appartement-là, je voudrais le meubler, je ne sais même pas par où commencer parce que je ne connais rien en déco. Est-ce que vous pouvez me conseiller? Eh bien, il n'y a pas de problème. Donc, je vous conseille aussi s'il le faut. Moi, je suis ouverte à aider mes clients tant que je peux dans la mesure du possible. Alors, vous venez de le dire, vous êtes incubé à la turbine. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, déjà, il y a des avantages, on va dire, pratiques, dans le sens où on a évidemment des loyers beaucoup plus intéressants que si on se prend un bail normal. On n'a pas d'ailleurs à passer par toute cette phase de négociation de baux, on n'a pas la contrainte de 369 des baux commerciaux. Donc ça, c'est déjà une première chose, mais c'est surtout le fait qu'on est dans un réseau avec d'autres entreprises qui sont un peu dans des phases similaires à la vôtre. Certains sont un peu plus avancés, d'autres ils débutent, mais déjà on n'est pas tout seul, hein, parce que la solitude peut être dure pour beaucoup d'entrepreneurs. On n'est pas seul. On est avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques et on a aussi un accompagnement. Hein, c'est-à-dire qu'il y a au sein de la turbine des gens qui sont spécialisés dans ce qui est la création d'entreprise, qui sont là pour vous conseiller, vous mettre en relation et vous donner des tuyaux lorsque vous avez des questions. Alors donc, le modèle économique de Locanroll, c'est la location de mobilier, quel qu'il soit. Comme investissement, qu'est-ce que c'est financièrement? Comment vous avez fait? Est-ce que c'est de la love money, c'est de l'argent personnel, ou est-ce que vous avez fait appel à des banques? Comment vous avez fait? Oui, et quel montant à peu près il a fallu investir? Alors les montants sont importants. Hein. Donc là, sur une première année, on est dans l'ordre de 1 million d'euros, tout inclus. Pas seulement sur de l'investissement, parce qu'il y a l'investissement aussi, mais il y a des coûts. C'est-à-dire que moi, vous me livrez les meubles. Il faut quand même que je paye des gens pour aller les livrer et tout ça. Ça, c'est des coûts que je dépense tout de suite. Il y a des charges fixes, vous voulez dire? Voilà, sans pour autant avoir les revenus tout de suite. Parce Bien que sûr. Je suis payée dans la durée. Alors, moi, j'avais la chance déjà d'avoir un financement personnel conséquent. Donc, c'était une première chose. J'ai fait appel à des banques aussi. J'ai été aussi soutenue par le réseau Entreprendre. Voilà, donc je suis lauréate 2019 du réseau Entreprendre. Et j'ai aussi eu un prix que je n'ai pas le droit encore de dire que je l'ai eu, mais je l'ai eu. Bon, on vous dira plus tard. Voilà. Donc, il m'a aidé aussi à compléter cette première vague de financement. Après, en fonction du développement de la société, il faudra faire appel à plus de fonds, certainement, parce que vous l'avez compris, hein, moi, dès qu'on me passe commande, il faut que j'achète ces meubles-là. Et ça peut devenir du montant quand même important. Voilà. Donc, et puis, il faut vous souhaiter que ça fonctionne très bien pour racheter des nouveaux meubles et faire moi, tourner l'entrepôt. Bien sûr. Voilà. Donc, vous avez chiné, j'imagine, en même temps. Oui, aussi. Vous faites quoi, les brocantes, ou bien vous allez en salle des ventes? Alors là, ça a été un peu compliqué, mais effectivement, il y a un peu de tout. Il y a même... on peut même chiner sur Internet parfois. Hein. Donc, oui, bien sûr. Oui, moi, j'adore ça. De toute façon, je passe beaucoup de temps à la recherche du mobilier, de nouveaux styles, de meubles qui existent. Je suis en contact avec des petits artisans, justement, qui réparent du mobilier ancien. Et voilà. Et quand je craque par quelque chose, je le propose sur mon site. Finalement, c'est ça l'intérêt des passions, c'est que ça donne des idées en même temps. Oui, hein, c'est ça.
Voilà. Alors, c'est un montant important, comme vous avez dit, pour financer votre entreprise. Donc, vous faites partie du réseau Entreprendre. C'est un des réseaux les plus importants pour les jeunes start-upeuses, ou les jeunes start-upers. Hein. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Des conseils en quoi? Comment vous êtes rentré en contact avec eux? Bon, déjà, je me suis renseignée sur tout ce qui existait. Hein. Évidemment, en tant que personne qui crée une entreprise, toute l'aide que je peux recevoir, je la prends. Donc voilà. Donc le réseau Entreprendre, ils sont très cool. Pas de timidité, vous dites, c'est le conseil d'ailleurs que vous donnez à tout le monde. Oui. Faut pas avoir peur. À la limite, faut taper à toutes les portes. C'est-à-dire que le nom, vous l'avez déjà quelque part. Donc tant qu'à faire, il faut demander. Et puis voilà, toute aide est bonne à prendre, je pense. Donc voilà, j'avais fait appel à eux, donc j'ai passé par un processus de sélection, comme pour la Turbine, hein, d'ailleurs c'est pareil, hein, donc ils sélectionnent les entreprises qu'ils veulent accompagner, parce que finalement ils vous donnent de l'argent. Et voilà, donc ils avaient trouvé mon projet très intéressant, et donc du coup j'ai été soutenue. En dehors de l'accompagnement financier, il y a tout un accompagnement personnel, donc c'est-à-dire il y a tout un système de mentoring qui est mis en place, donc à chaque personne qui est lauréat du réseau Entreprendre, on lui assigne une personne qui est déjà chef d'entreprise, qui a sa propre société. Ils essaient de faire en sorte de vous annoncer à une personne qui a des problématiques similaires aux vôtres ou qui peut vous apporter quelque chose par rapport à votre business. Et cette personne va vous suivre pendant 2 ans. Et donc, on a des engagements en fait. Donc, on doit se voir une fois par mois, on doit remplir un tableau de bord, on doit quand même rendre de compte sur ce qu'on fait. Et ça, vous l'avez fait régulièrement? Oui, on le fait tous les mois. J'ai eu ma réunion hier, par exemple. Oui, tous les mois, on le fait. Est-ce que vous qui faisiez avant du conseil dans des grandes structures, puisque vous avez travaillé chez Deloitte, c'est très connu, c'est un très grand cabinet de conseil, vous avez eu besoin de ce mentorat finalement? Alors, probablement, effectivement, si j'étais partie de rien, j'aurais eu plus besoin. Donc, c'est vrai que j'ai un bagage qui fait que je connais très bien le monde des entreprises. C'est vrai. Et donc, ça me sert tous les jours. Cela dit, c'est la première fois que je me lance à mon compte. Et donc, ce n'est pas la même chose d'être salarié dans une grande structure que d'avoir sa propre société. Donc voilà, je trouve que oui, c'est très intéressant, ça vous apporte un œil nouveau, de voir comment d'autres personnes qui sont passées par là et qui sont pris, comment ils ont fait pour conquérir un marché. Donc oui, moi je trouve que c'est très intéressant. Et aussi d'être challengé dans votre projet par d'autres personnes qui regardent votre projet de l'extérieur et qui peuvent vous dire, tiens, ben ça, pourquoi pas faire comme ci, comme ça. Donc, finalement, ça vous a permis de révéler des failles, c'est ça que vous voulez dire, peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé? J'ai pas eu trop de failles pour l'instant, mais ça me permet aussi de réajuster, me rassurer aussi et de savoir que ce que je raconte fait du sens et que les gens à qui je le raconte adhèrent à mon projet et qu'ils ne me regardent pas comme ça. Voilà. Donc c'est très rassurant de se savoir accompagner. Alors justement, Estefania Gonzalez, pour vous développer, vous avez besoin de commandes. On va rappeler les coordonnées, comment on fait pour commander, pour découvrir déjà le matériel qu'on peut louer. Alors voilà, donc déjà, il faut tout de suite aller donc, sur mon site www.locandroll.com, LOCANDROLL.com. Si vous voulez nous commander, vous pouvez passer commande directement, sinon il y a un formulaire de contact sur les sites. Et sinon, j'ai aussi une adresse de contact, bonjour@locandroll.com. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait découvrir une nouvelle façon finalement de s'installer. Et je pense que pour les jeunes qui sont en études, notamment pour du temporaire, ça peut être très bien. Donc voilà, Lock and Roll pour louer du matériel. Voilà, cette émission va s'achever. En tout cas, merci à toutes les deux d'avoir été avec nous, enfin à tous les 4 finalement, d'avoir été avec moi ce matin au bar de l'économie. Je vous propose de clôturer cette émission avec la chronique santé de la semaine. On écoute Jean-Claude Durousseau. C'est pour tous ceux qui restent assis très longtemps à leur bureau. Écoutez. Pour comprendre aujourd'hui le boulot. Alors le boulot, c'est du sport, et comme c'est du sport, il faut entretenir son petit corps. Qu'est-ce qu'on fait dans une journée de boulot? Dans une journée de boulot, on n'a que des mauvaises positions. Oui, on sollicite beaucoup les muscles, notamment du haut du corps. Je vais faire l'exemple, quelqu'un qui est comme ça. Voilà, je réponds à mon téléphone, en même temps je suis sur mon ordinateur. 2 impacts, je tire sur mes trapèzes, et comme je suis voûtée, notamment je mets en jeu mon pectoral. Alors là, il faut s'étirer, ou alors il faut acheter une oreillette. Moi je vous donne le truc. Voilà, alors pour s'étirer, très important, les trapèzes supérieurs qui prennent en général tout le stress de la journée. Donc tout simplement, on incline la tête, on abaisse l'épaule, le dos est bien droit, et je vais juste tirer tout simplement avec ma main la tête comme ça. Doucement, pas trop fort. Pas trop fort, on voilà. laisse venir. Et je laisse bien doucement, tomber mon ça. épaule.
Voilà. Et petit à petit, ça viendra de plus en plus. Et voilà, et je respire bien, je ne coupe et on pas ma reste droit, respiration. on ne penche pas son corps comme je suis en train de le faire. Exactement, je reste bien droit. Le deuxième étirement, c'est pour le pectoral et notamment la position voûtée toute la journée sur l'ordinateur. Donc j'invite les gens tout simplement à rapprocher leurs omoplates derrière et à mettre les mains comme ça. Et vous verrez, ça fait du bien. Voilà. Alors, combien de temps, à quel moment? C'est le soir qu'on fait ça? On peut le faire à plusieurs moments de la journée. D'ailleurs, j'invite les gens à faire des pauses devant leur ordinateur. Faites-le assez souvent. Et par contre, l'étirement, pas plus de 30 secondes. Et surtout, ne pas bloquer la respiration. Je vois trop de gens qui, quand ils font les étirements, sont en mode respiration bloquée. Là, vous n'allez avoir aucun bénéfice. Il faut vraiment bien se relaxer, bien descendre les épaules loin des oreilles. Voilà. Voilà. Et on fait ça le soir, combien de temps? Ça, on peut répéter autant de fois qu'on sent qu'on a la contracture. Ouais. Et on en sent les bénéfices. Déjà 3 fois, c'est déjà bien. Et de chaque côté, on étire de chaque côté. C'est très on vous l'a dit, le boulot, c'est du sport. Vous êtes des sportifs de haut niveau. À très bientôt. Et voilà, pour finir la semaine, c'était la chronique santé de notre expert Jean-Claude Durousseau, qu'on retrouvera bien sûr la semaine prochaine. En tout cas, cette émission s'achève. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end. Bien sûr, je serai de retour lundi pour vous accompagner comme tous les matins. Je vous embrasse. Ciao, ciao. À lundi.